Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission des coulisses de la rédaction de Rue 89 Lyon avec les moyens de Radio Anthropocène, chez qui on est aujourd'hui, on les remercie pour l'invitation. Au menu du jour, aujourd'hui, l'impact des procédures judiciaires sur des rédactions indépendantes. Alors vous le savez, Rue 89 Lyon est actuellement visée par deux procédures distinctes. L'une, un procès intenté par Jean-Michel Aulas et son fils. L'autre par le collectif TFIF, organisateur des soirées No Gender à Lyon. Alors ces procédures, on en a déjà beaucoup parlé, on a organisé des tables rondes, mais le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de raconter en détail comment tout ça s'est passé chez nous et quel impact ça a eu pour une rédaction de 3 personnes. On parle évidemment d'impact financier, mais pas que. Et aujourd'hui, pour en parler, quel meilleur invité que Pierre Lemerle, directeur de la publication de Rue 89 Lyon. Bonjour Pierre. Salut Elian. Alors pourquoi aujourd'hui c'est avec toi qu'on fait cette émission, peut-être que tu peux l'expliquer parce que tu es un petit peu le monsieur justice du coup de la rédaction. Oui, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Le monsieur procès, parce que je suis pas tant les questions de justice au quotidien. C'est plutôt toi d'ailleurs, sur le côté éditorial pur. Mais quand il faut aller de l'autre côté de la barre, c'est plutôt moi qui y vais. C'est assez simple en fait. Du coup, Rue 89 Lyon est une SCOP, une société coopérative. Donc, comme vous le savez, c'est un média qui appartient à ces journalistes qui se répartissent toutes les charges, etc. Sauf que la responsabilité morale d'un média ne peut pas être partagée. Donc, il fallait choisir quelqu'un pour récupérer la casquette de directeur de publication. Et c'est moi qui l'ai récupérée. Donc voilà, je récupère cette casquette de directeur de publication qui fait que c'est moi qui représente le média à la barre lors des procès. Bon, j'imagine que c'est une charge assez importante, mais on y reviendra. Lors des procès, quand on est journaliste, notamment dans un média comme Rue 89, on imagine que ça peut arriver, mais pour le coup, ça fait toujours un peu bizarre quand ça arrive très concrètement. Alors du coup, je vais raconter une anecdote un petit peu personnelle, mais mardi 7 mai 2024, on reçoit dans la boîte aux lettres une feuille volante format A5, écrite au stylo bille, où on nous invite instamment à nous rendre au commissariat des 3e et 6e arrondissements. 3 jours plus tard, on n'a pas le droit de refuser l'entretien. Alors sur le coup, j'avoue que je reçois ça, je me demande si c'est pas une blague de quelqu'un, puis je me rends compte qu'il y a quand même un tampon du commissariat de police, donc je t'appelle Pierre, et je te demande qu'est-ce que tu fais vendredi. Sur le coup, tu comprends pas trop, mais donc le 10 mai, quelques jours plus tard, rendez-vous... chez les flics, quoi. Oui, c'est un week-end de pont. Faut quand même rajouter peut-être cet élément-là. Tout le monde, comme dirait François Bayrou, le mois de mai est un vrai gruyère. Donc voilà, c'était le petit moment où on pensait prendre quelques jours. Et alors pour te dire, moi j'ai quand même appelé le numéro qu'il y avait sur le bout de papier parce qu'on avait à peu près la même réflexion. On se demandait si c'était un fake ou pas. Mais non, c'était vraiment juste une lettre sans même enveloppe qui était laissée dans la boîte aux lettres. Et j'ai eu un major très sympathique qui m'a dit au téléphone, non, il y a... Oh, vous allez bien voir, venez. Et puis vous découvrirez ce que c'est, quoi, grosso modo. Très sympathique d'ailleurs. Et du coup, je me suis rendu le 7 mai. Bon, en réalité, je pense que c'est potentiellement décalable ce genre de rendez-vous, mais quand c'est le premier, on sait jamais trop si c'est décalable ou pas, quoi. Et puis quand on est convoqué au commissariat, on se pose pas trop la question de est-ce qu'il faut y aller ou pas. On y va. Donc après s'être pris un bon petit coup de jus, on va dire, je me suis rendu au commissariat dans le 3e arrondissement de Lyon le 7 mai à 14h pour rencontrer le major. Je raconte peut-être cette rencontre. Tu peux raconter un petit peu, oui, les deux sous. Ça vous intéresse? Oui. En réalité, c'était assez rapide. Je pense que lui-même était assez étonné de la procédure parce que il avait été du coup diligenté pour une enquête assez retors, je dirais. Il devait trouver l'auteur d'un article dont le nom de l'auteur était sur l'article, quoi, assez naturellement. Donc, j'arrive devant le major, très sympathique, qui me montre un article imprimé. Je reconnais la tête de Jean-Michel Aulas. C'était un article qu'on avait sorti sur sa boîte de jet privé qu'il a avec son fils Alexandre, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que Jean-Michel Aulas qui nous attaque en procès en diffamation dans ce dossier. Il y a aussi évidemment son fils Alexandre qui gère la LDLC Arena à Lyon. Et il me montre l'article
avec écrit abonnez-vous en plus parce il m'a dit non, je me suis pas abonné pour les besoins de la cause, vous m'excuserez, avec le nom du journaliste qui avait écrit l'article. Et voilà, il m'a demandé est-ce que c'est bien vous qui êtes le directeur de publication de ce média? Je dis oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Je lui ai dit oui, je suis responsable légal du média, enfin j'ai la responsabilité morale. Il m'a dit ok, très bien. Au bout de 10 minutes, c'était plié. Et on a un petit peu discuté dans l'ascenseur, c'était très sympa. Oui, donc finalement, un rendez-vous plus détente que prévu, mais quelque pour lui part aussi, je pense. Oui, quelque part, c'était un peu le début des ennuis quand même, enfin entre guillemets, pour nous, parce que donc là, il y a une date qui est fixée pour le procès au 18 novembre, si je me trompe pas. Sauf que entre temps, en fait, c'est énormément de rendez-vous avec les avocats, avec les pigistes qui ont écrit l'article, donc Raphaël da Silva et Morane Kirinek, et des audiences également, plusieurs audiences. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé en fait pour en arriver là? Oui. Je voulais juste rappeler un petit truc parce qu'on a tendance à se dire que c'est un peu l'eau commun des journalistes d'avoir des procès, mais faut savoir que 89 Lyon a été créé en 2011 et que de 2011 à 2023, le média n'avait jamais eu de procès. Donc, en fait, on y reviendra, mais on a 2 procès depuis la reprise du média, mais avant, c'était pas si régulier que ça. On a déjà eu des menaces de procès, on en a assez régulièrement. Tony Parker, notamment, avant Jean-Michel Aulas, nous avait menacé de procès, mais n'était pas allé au bout de la démarche. Et je pense qu'il avait raison de le faire. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, pour en arriver entre ce rendez-vous au commissariat et la date du procès qui aujourd'hui est fixée au 18 novembre 2025, est-ce que tu peux raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, les différentes audiences, les multiples rendez-vous avec les avocats et les journalistes autour de l'article? Merci, je me perds un petit peu, c'est la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, dans ce genre de dossier, il faut préparer une offre de preuve. Une offre de preuve, c'est le dossier qui atteste du sérieux de son enquête. Et là, il faut être quand même relativement béton. Donc, on a eu plusieurs rendez-vous avec l'avocat. Pour le coup, Raphaël n'était pas trop présent, mais Morane était beaucoup avec moi, du coup, un des journalistes qui a écrit l'enquête, pour préparer les documents, voir ce qu'il faut amener, préparer notre défense, etc. Donc, on va dire 5-6 rendez-vous, je pense, à minima, peut-être 7. Je les ai pas tous de mémoire, dans le bureau de notre avocat, du coup, maître Thomas Fouret. Et puis une première audience de fixation qui avait lieu le 20 mai, voilà, que je dise pas de bêtises, pour fixer seulement une date d'audience. En fait, on se retrouve devant la justice. Il faut bien avoir en tête, en termes de temporalité, que l'article est paru le 16 octobre 2023, que sur le coup, Jean-Michel Aulas, via son holding familial Allnest, avait annoncé qu'il attaquait en diffamation, mais qu'on n'avait pas eu de preuve jusque-là de cette attaque en diffamation, qui a cette convocation au commissariat le 7 mai, et qu'au final, 7 mai 2024, et que la première audience de fixation a lieu le 20 mai, du coup, 2025, que je ne me perde pas dans la date. Et la première audience aura lieu au final, l'audience sur le fond aura lieu le 18 novembre 2025. Donc, c'est un processus long, quoique les choses vont quand même assez rapidement en termes de justice, mais c'est quelque chose qui prend de la place sur le long terme, Donc, puis au-delà de ces rendez-vous, il a fallu aussi se creuser les méninges pour trouver des fonds, pour payer les frais d'huissier, aussi payer nos pigistes qui passent du temps du coup sur la constitution d'une offre de preuve. Donc voilà, c'est tous ces petits éléments-là qu'on compte. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, on laisse pas nos journalistes dans la panade, on les rémunère pour le travail qu'ils fournissent là encore actuellement avec les avocats, mais surtout c'est du temps. Donc tu as dit 7 rendez-vous avec l'avocat, donc c'est le temps du rendez-vous, le temps de la préparation du rendez-vous, et aussi quand même la charge mentale que ça représente pour un journaliste et qui plus est un directeur de publication. Donc c'est tout ça, donc c'est 2 ans. De procédure en tout, 2 ans de un peu de stress quand même, et évidemment un aspect financier qui est très important. Alors on va parler de la deuxième procédure qui est en cours, donc qui a été intentée par le collectif TFIF qui organise des soirées No Gender. Alors là c'est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'une citation directe. Alors est-ce que tu pourrais expliquer peut-être concrètement
la différence avec la procédure d'Aulas et ce que c'est qu'une citation directe. Alors oui, en fait, la citation directe en diffamation, c'est la manière la plus simple et la plus classique d'attaquer en diffamation un média. En fait, Aulas a choisi une procédure qui est assez particulière. Il a porté plainte avec constitution de partie civile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce jargon ? C'est aussi l'avantage de ces procès, c'est qu'on apprend plein de choses, hein, donc ça prend quand même un peu de temps, le temps de tout incorporer. Mais quand on attaque en diffamation avec constitution de partie civile, en gros, un juge d'instruction va être saisi du dossier et va devoir mener l'enquête. Et c'est ce qui fait notamment qu'il y a un officier de police, le major dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est chargé de mener une investigation de long terme pour retrouver les journalistes qui a écrit l'article, ce qui se résume encore une fois à lire la signature des signatures, oui. Voilà, en bas de l'article. Enfin, en haut de l'article chez nous, parce que du coup, c'est encore mieux, comme ça, on n'a pas besoin de s'abonner. Bref, merci, abonnez-vous. Merci, Major. Mais là, pour le coup, ce qu'on a eu, c'est une citation directe en diffamation, qui est en fait la procédure classique. En gros, après parution de l'article, les personnes qui se sentent diffamées ont 3 mois pour porter plainte directement contre le média. Donc c'est pour ça que là, dans le cas qui nous intéresse, donc la procédure intentée par TFIF, The Future is Female, l'article a été publié le 11 janvier et la première citation à comparaître est arrivée le 10 avril. Et il y avait une erreur en fait sur la citation à comparaître. Du coup, l'huissier a dû revenir le 11 avril en courant et en transpirant pour nous ramener la bonne citation à comparaître parce que le 12, c'était mort. Donc vraiment, ça a été fait au dernier moment. Râlez pas crête pour le dire. Voilà, c'est arrivé sur notre table, donc c'est quelque chose de plus direct. On a déjà eu une première audience et l'audience sur le fond arrivera plus rapidement. Bon, elle sera quand même le 1er juin 2026, donc il faut prendre un peu de temps. Voilà, donc c'est pour bien expliquer vraiment que le temps s'étire quand on parle de justice et particulièrement de procédure en diffamation. Et pour revenir du coup sur cette seconde procédure et montrer voilà les petits à côté, on parlait de l'huissier qui revient en courant. En fait, on nous a attaqué et on vous a dit en substance, bah vous avez moins de 48 heures pour vous défendre. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette séquence un petit peu qui a été un peu speed ? Alors, c'est pas tout à fait 48 heures, mais bon, c'est aussi la différence avec le cas Aulas. C'est-à-dire que Aulas, vu qu'on avait été convoqué au commissariat, on savait qu'on allait être convoqué par le juge. Et du coup, on a eu un certain temps, on a eu plusieurs mois en fait pour préparer le document dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'offre de preuve. Donc, on était relativement tranquille avec notre avocat, etc. Là, dans le cas de TFIF, du coup, c'est une citation directe. Donc, à partir du moment où on a la citation, on a la convocation devant le tribunal de Paris. Parce que l'affaire, j'y reviendrai, se passe à Paris. Et dans ces cas-là, on a 10 jours pour fournir ce qu'on appelle l'offre de preuve. Donc, c'est vraiment le document qui atteste du sérieux de notre enquête et donc qui est un document important et qui met un certain temps à être fait. Sauf que la citation arrive du coup un jeudi vers 17-18 heures. Donc, à partir de ce moment-là, on a 10 jours, sachant qu'il faut qu'on trouve un avocat parisien parce qu'en fait, l'affaire se passe à Paris, qu'on tombe pendant les vacances alors c'était les vacances d'avril des Parisiens, donc il y a quand même toute une démarche pour trouver un avocat, sachant que dans les 10 jours, il y a le dimanche qui compte, il y a les jours fériés, puis les huissiers, ils aiment pas trop courir, donc on a plutôt intérêt à être ponctuel. Donc, en fait, plutôt que 10 jours, on compte 7 jours, sachant que, bon, du coup, pour revenir un petit peu au fonctionnement de Rue 89 Lyon, c'est quand même une petite boîte avec une petite rédac. On est 3 journalistes associés. On est en pleine campagne d'abonnement. Donc, c'est un moment assez dense, nous, dans la vie de notre média, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses à côté du journalisme, à faire du marketing, à faire des tables rondes, etc. Et du coup, quand on apprend ça, on est potentiellement assez fatigué à ce moment-là. Donc, il faut qu'on trouve un avocat. Il faut qu'on travaille sur l'offre de preuve et en gros, dans 7 jours. Donc, c'est pas 48 heures. Mais on va pas se mentir, ça met un bon coup de chaud. Voilà. Alors, très concrètement, pour revenir à ce que c'est qu'une œuvre de preuve pour que les gens se représentent bien, c'est-à-dire que c'est des documents alors imprimés ou sur format PDF très concrètement, qui vont, par exemple, des screenshots de conversations, on va dire des prises de notes d'interviews, des choses comme ça, qui vont être tamponnées par un huissier et qui vont attester que on a les moyens d'avancer ce qu'on raconte.
je rentrerai pas dans le détail de la constitution de l'offre de preuve parce que pour le coup, c'est vraiment un dossier défense que découvrent évidemment les personnes qui nous ont attaqués, mais dont il sera vraiment question devant le juge. Mais oui, grosso modo, c'est vraiment une masse de documents assez conséquente qui atteste du sérieux de notre enquête. Donc, c'est à peu près tous ces éléments-là, mais tamponnés par un huissier. Mmh. Et ce tampon n'est pas gratuit? Non. Bah, dans le cas de TFIF, par exemple, sachant que du coup, c'était une procédure d'urgence, évidemment, parce qu'on a 10 jours et que de mémoire, je crois qu'on a commencé à travailler sur l'offre de preuve. On a trouvé, c'était bon pour l'avocat parce que du coup, il fallait que je trouve un avocat parisien. Le lundi, c'était calé. Le lundi soir, on avait le premier rendez-vous. Et en gros, l'offre de preuve a dû être envoyée chez l'huissier le jeudi vers minuit, 1h, 2h du matin. Grosso modo, c'était à peu près le timing. Donc, il faut que ce soit tamponné par l'huissier. Et vu que l'huissier, du coup, ça le fait un peu courir, il prend une certaine somme. Et là, pour le coup, c'était 1 700 €. Donc 1 700 € uniquement pour prouver qu'on a les moyens d'avancer ce qu'on dit en gros dans notre enquête, quoi. Oui, et puis c'est le parcours classique de la justice, quoi. Faut payer des frais d'huissier. Je rentrerai pas dans le détail parce que je suis pas encore assez expert dans la question, mais en tout cas, ça marche comme ça. On parle bien ici des frais d'huissier et pas évidemment pas des frais d'avocat ni des frais annexes, par exemple le paiement des pigistes ou le paiement d'aller-retour ou le paiement de tampons divers, qui évidemment allonge assez allègrement la note, on va dire. Surtout que alors on parlait de Paris tout à l'heure, les prix parisiens sont pas exactement les mêmes, donc ça a été aussi une grosse somme à débourser pour notre rédaction. Oui, je pense qu'on est... Alors en fait, le problème, c'est toujours la même chose avec la question des procès, c'est qu'on sait quand ça commence, on sait jamais trop quand ça se termine. Donc potentiellement, on est sur des gens, même si on gagne en première instance, où il peut y avoir un appel, il peut y avoir des allers-retours, donc ça peut quand même durer des années. Et oui, il faut engager des frais d'avocat. Donc par exemple, sur le cas de The Future is Female... je sais pas exactement combien on aura déboursé à la fin, mais il faut compter au moins... Moi, j'ai budgétisé au moins 9 000, 10 000 €, quoi. Sachant qu'on est une rédaction dont le chiffre d'affaires avoisine les 145 000 € par an. En termes de... en vrai, il faut compter plutôt 180 000 parce qu'il y a les dons qui ne sont pas dans le chiffre d'affaires. Mais donc forcément, 10 000 €, ça impacte considérablement... la vie d'une rédac. C'est pour ça que, je vais citer l'excellent Moran Kerinek, n'est-ce pas, qui nous doit un procès. Mais en journalisme, un procès, même quand c'est gagné, c'est perdu. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Donc ça peut affaiblir potentiellement une rédaction. Alors, on va revenir là-dessus un peu sur les frais de justice. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, les journalistes restent relativement protégés devant la justice. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'ils perdent ce genre de procédures. Alors évidemment que les procédures sont en cours, donc je ne vais pas parler des cas qui nous concernent là, mais ça reste relativement rare. La plupart du temps, les journalistes remportent des procédures en diffamation. En revanche, pour ce qui est de la question des remboursements de frais d'avocat, ce qui est normalement la norme à chaque fois qu'une personne remporte un procès, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, oui, en règle générale, les frais d'avocat sont pas remboursés. Sont pas remboursés devant une cour, même si devant un juge, même si entre guillemets le média gagne son procès. La manière de se faire rembourser ces frais, ce serait d'attaquer systématiquement aux procédures abusives. Sauf que pareil, parler d'une procédure abusive, ça se fait pas comme ça. Donc oui, en règle générale, les frais d'avocat qui sont avancés sont des frais perdus. Une procédure abusive, pour bien que les gens comprennent ce que ça veut dire, c'est-à-dire ça serait par exemple se retourner contre les gens qui nous attaquent pour dire en fait vous avez attaqué avec rien, rien en stock et aucune preuve, donc c'est un problème et on contre-attaque. Donc ça, il me semble que Mediacité l'avait fait pour le procès qui les opposait à Alila, qui est un promoteur. Hervé Legros, oui. Après, il faut savoir qu'Hervé Legros avait attaqué... De mémoire, ils rectifieront si jamais, mais je crois qu'il les a attaqués 3 fois sur 3 articles, voire 4. Donc, au bout d'un moment... il y a une récurrence. Oui, on peut quand même constituer, sachant qu'il les avait attaqués sur un article où en fait, ils reprenaient une information de l'informé. Donc, c'était même pas eux les auteurs directs de l'info.
il y a de l'acharnement, quoi. Donc là, le juge leur a donné raison en première instance. Après, je sais plus exactement ce que ça donnait en appel. Donc, mais voilà, même quand c'est gagné le premier coup, il peut y avoir un appel et ça peut être rejoué. Bon, bref, tout ça pour dire que y a vraiment un sujet sur évidemment un sujet sur l'argent, un sujet sur le temps que ça prend et l'énergie que ça prend. Avec le recul et les deux procédures que tu as suivies avec les avocats, avec les journalistes auteurs de l'article pour la constitution de l'offre de preuve, pour les rendez-vous avec les avocats, quel bilan, toi, tu tires de cette période qui a été très intense pour toi sur le plan professionnel et sur le plan personnel ? Quel bilan Qu'est-ce que j'ai appris, tu veux dire ? Non, comment tu analyses les choses ? Comment tu t'es senti ? Est-ce que c'est de la fatigue ? Est-ce que finalement tu as quand même l'impression d'avoir appris des choses et que ça a un côté intéressant ? Est-ce que ça te fait craindre peut-être pour l'avenir de la presse indépendante si ces procédures se multiplient ? C'est sûr que même collectivement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses au cours de ces procédures, n'est-ce pas ? Parce que, comme dit précédemment, la rédaction de Rue 89 Lyon n'avait jamais eu de procès. Et mine de rien, même si ça a tendance un petit peu à devenir de plus en plus fréquent, c'était pas quelque chose qui se faisait systématiquement auparavant. Voilà, je ne sais pas exactement dans la presse lyonnaise, à part nous et Médiacité, quel autre média a des procès en ce moment, mais ça reste quand même assez rare. Mais c'est vrai que ça fragilise quand même considérablement l'équilibre économique de médias indés, quoi. Il y a pas de doute là-dessus. Quand on se dit que potentiellement on sort une enquête qui va nous coûter 10 000 balles, ça fait un petit peu mal aux fesses, hein. On le fait quand même. Voilà, on a sorti des enquêtes récemment, notamment sur un gros marchand de sommeil, Marc Fayol, qui est de Villeurbanne. On sait que potentiellement c'est le genre de papier où il y a un risque d'attaque en diffamation après. Enfin, on fait notre métier, on fait de l'enquête, donc on sait que ce risque est toujours là. Après, on sait que ça peut coûter, quoi. Et que c'est pas forcément toujours très bien compris par les lecteurs ou les personnes qui sont pas passionnées de presse indépendante. Et je comprends qu'il y en ait beaucoup. Mais on a tendance à se dire que bon, un procès, voilà, il faut une levée de fonds, ça va se régler. Sauf que c'est pas le cas du tout. Quand on commence ce genre de procédure, on sait jamais quand ça va se terminer. Et ça peut durer très longtemps, ça peut épuiser les fonds financiers, mais même psychiquement, ça prend de la place, quoi. C'est du temps qu'on perd sur de l'enquête, c'est du temps qu'on perd sur d'autres choses à faire. Alors je pense que même vis-à-vis des lecteurs, pour le cas d'Olas, ça a été... Nous, il me semble que, pour la petite anecdote, c'est le premier article qui a été publié sur Rue 89 Lyon, nouvelle version, quand on a repris en coopérative. Donc c'est le premier article, premier procès pour une belle inauguration. Où est-ce que je voulais en venir ? Pardon, je me suis complètement perdu dans ce que je pense que les lecteurs sont au courant qu'on a le procès avec Olas. C'est ça. Parce que c'était notre premier procès, donc on n'a pas hésité à communiquer dessus. Mais clairement, on va pas communiquer sur toutes les procédures. On n'a pas les moyens de faire ça. Et potentiellement, ça peut aussi lasser les lecteurs quand on parle de nos procès à chaque fois. Mais il faut bien comprendre que, et c'est arrivé plusieurs fois sur des articles, que tu parlais de 10 000 euros. Parfois, on sait qu'on prend un risque à 10 000 euros pour publier une enquête et qu'à aucun moment, ça nous a empêché d'enquêter ou de sortir certains articles. Bien sûr que non, et puis si ça nous empêche, ça serait du coup avouer qu'ils ont gagné. Donc ça n'arrivera pas qu'on se mette d'accord là-dessus tout de suite, mais c'est vrai que ça prend de la place. Et puis encore une fois, un grand média, un média classique, normalement il a un service juridique derrière lui, il a un avocat, donc c'est pas lui qui gère ça en direct. Nous, moi, je vais me retrouver le 18 novembre avec Morane et Raphaël à la barre du tribunal de Lyon. Jean-Michel Aulas, il sera pas là. Ça m'étonnerait. Ou alors, vraiment, je serais content de le voir. Mais il aura ses avocats, il aura un service juridique derrière. Nous, par contre, on sera là parce qu'on n'a pas de tampon, en fait. On est là directement. Donc, ça nous prend quand même de la place là-dessus. Donc oui, c'est des choses auxquelles on pense. Après, ça ne nous empêchera pas de publier des enquêtes et de continuer à publier des enquêtes. Comme disait Philippe Poutou, il n'y a pas d'immunité ouvrière, car je rappelle que nous sommes une coopérative ouvrière de production, le nom officiel de la coopérative Rue 89 Lyon, mais c'est important de le préciser, effectivement, parce que même dans des gros médias, je pense
même à des Mediapart ou à des Progrès, ils ont un service juridique et ce n'est jamais les journalistes en charge des procédures qui sont confrontés à ce genre de procédure. Je raconte ça parce que moi, j'ai déjà eu un procès quand j'étais au Progrès et je l'ai appris 2 ans plus tard. Et en fait, c'était le service juridique qui avait géré ça à l'amiable sans même que je sois au courant. Mais chez nous, voilà, on ne peut pas fonctionner comme ça, donc on doit tout gérer. Du rachat de filtres à café aux procédures Bayon. C'est un petit peu la magie des coopératives où on est 3 et on voulait expliquer un petit peu les coulisses de tout ça pour raconter concrètement quel impact ça a sur le quotidien de notre rédaction. Alors moi, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais aborder. Pierre, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter éventuellement, à part dire abonnez-vous? Abonnez-vous. Non, juste dire... c'est intéressant quand même d'attirer le regard là-dessus parce que c'est vrai que moi j'ai eu quelques retours de lecteurs qui comprenaient pas trop comment ça marchait. C'est une machine complexe, la justice. Faut s'y intéresser et c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir plus en profondeur les articles dont on parle, etc. Et surtout, je voulais aussi dire quelque chose qui est évidemment... qui peut paraître une évidence, mais pas tout le temps, parce qu'il y a quand même un petit peu cette idée assez fausse de personnes qui disent si les personnes attaquent en procès, c'est qu'elles ont des billes derrière. Voilà, j'ai entendu ces trucs-là où vous allez vous faire, je vais dire le mot, mais vous allez vous faire bouffer. Si vous attaquez en procès, c'est que... Non, s'ils nous attaquent en procès, c'est clairement qu'ils ont les thunes pour nous attaquer en procès. Voilà, par exemple, Jean-Michel Aulas... là, pour ramener 3 journalistes à la barre, il a mis en termes de consignation 15 000 €. Voilà, il a avancé 15 000 € qu'il peut récupérer s'il retire sa plainte. Mais là, je cite de mémoire notre avocat Thomas Fouret. Donc, c'est des gens qui ont avant tout les moyens de faire ce genre de procédure. Il avait annoncé qu'il portait plainte très rapidement. Très honnêtement, je pense qu'il n'avait pas encore lu l'article au moment où il portait plainte. C'est des choses qu'ils font spontanément. Mais ça ne remet en rien en cause la véracité des termes et des mots qui sont dans l'article. Donc, je vous invite évidemment à retourner lire les 2 articles en question, l'un sur les jets privés, la société de jets privés de Jean-Michel Aulas à Miami et l'autre sur les organisations des soirées No Gender sur Lyon et vous faire votre propre opinion. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'on a aussi fait d'autres articles qui ont un peu décrypté les procédures par écrit. Là, on voulait faire un petit peu les coulisses en forme podcast pour que ce soit peut-être aussi plus accessible et comprendre comment fonctionne la justice, pourquoi c'est si long et pourquoi ça coûte surtout autant d'argent. Merci beaucoup Pierre d'avoir, accepté mon invitation. Et merci surtout beaucoup à Radio Anthropocène pour les moyens. Le podcast est à retrouver sur notre site rue89lyon.fr et sur le site de Radio Anthropocène. Et nous, on va se dire à une prochaine pour des prochaines coulisses de la rédaction. Merci Lyon. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.